Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Avec Caroline Leroy, nous voulons partager notre curiosité d'explorer des thématiques qui sortent des sentiers battus du tourisme, qui font parfois débat ou qui sont ignorées pour différentes raisons. Nous avons imaginé un rendez-vous trimestriel avec une personnalité qui remet en question nos schémas traditionnels, qui nous pousse dans nos retranchements dans l'espoir que ces regards croisés ouvriront de nouvelles voies pour les acteurs du tourisme vers une transformation en profondeur de nos activités qui contribuent positivement à la santé de la planète et de l'humanité. Aujourd'hui, nous rencontrons Timothée Parikh, chercheur à l'université de Lund, en Suède, et auteur du livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Caroline, bonjour Timothée, merci de prendre ce temps pour échanger sur un sujet un peu piquant. Ça pique, mais ça fait du bien. On a besoin d'être piqué juste pour pouvoir être redynamisé. Avec Caroline, on lance ces interviews pour le podcast Expérientiel, où on va partir à la rencontre d'acteurs vraiment engagés, qui chahutent, qui remettent en question pas mal de nos fondamentaux et qui ne sont pas forcément dans le tourisme. Et ça, c'est génial. Donc, merci Caroline d'avoir proposé cette idée pour justement stimuler et provoquer un engagement, une transformation beaucoup plus profonde du tourisme, car aujourd'hui, il y en a vraiment besoin. Alors, notre premier invité, c'est Timothée Parikh. Timothée Parikh a écrit un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». Voilà le mot qui fâche, qui chahute, qui fait réagir, et c'est génial. Merci beaucoup Timothée de prendre ce temps avec nous pour justement partager plus en profondeur ta pensée sur ce sujet. Alors Timothée, il paraît que tu es chercheur. Alors ça veut dire quoi être chercheur ? Je suis chercheur, je travaille à plein temps à l'école d'économie de l'université de Lund, et donc je suis censé répondre à des questions de recherche. Et ma question de recherche du moment, c'est comment est-ce qu'on finance notre système social, par exemple notre système de retraite, nos systèmes de santé, dans un pays comme la France, pendant une transition écologique où le PIB va se contracter. Donc ça, c'est ma question de recherche jusqu'à juin 2024. Mais bien sûr, à côté de ça, je cherche sur d'autres fronts des questions de recherche que j'ai depuis un peu plus longtemps sur conceptuellement comment définir la décroissance ou aussi sur mieux comprendre les conséquences écologiques de la croissance, ces choses-là. Alors, est-ce que d'une certaine manière, chercheur, c'est pas être explorateur dans le sens où, d'après ce que j'ai compris dernièrement, l'explorateur, c'est celui qui n'accepte pas que les choses soient comme elles sont, mais au contraire, elle les remet en question pour aller plus loin et pour pouvoir les transformer et qu'il y ait plus de sens. C'est marrant que tu me dises ça. Moi, je trouve que le chercheur, il est un petit peu plus proche du troubadour. Du troubadour, dans le sens direct du terme. Le troubadour, ça vient de celui qui va trouver des nouvelles choses. Donc moi, en tant que chercheur aujourd'hui, je fais pas que de la recherche. Par exemple, quand j'écris « Ralentir ou périr », bien sûr, c'est la synthèse de mes résultats de recherche, mais j'essaie de trouver des nouvelles manières justement de
de parler de ces choses-là, des nouvelles analogies, des concepts, des nouveaux termes qui nous permettent d'enrichir cette discussion. Mais tu as raison quand même que quand on fait de la recherche, il y a un aspect qui est exploratoire, et parfois on explore une jungle qui est très hostile. Moi, c'est mon cas en tant qu'économiste écologique, donc qui est une économie qu'on dit hétérodoxe. Donc là, on voit tout de suite le lien de pouvoir vis-à-vis de l'économie dominante qu'on appelle économie orthodoxe, où non seulement pour se frayer un chemin pour répondre à ces questions de recherche, il faut d'abord batailler pour justement contrer certains prêt-à-penser économiques. Mon ennemi numéro 1, le grand vilain de mes théories étant la théorie de la croissance verte. Alors, on parle du mot décroissance dans ton livre. C'est un mot qui fait peur, qui fâche, qui fait réagir. Pourquoi? C'est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, la croissance, elle est corrélée à la destruction du monde du vivant, et avec elle de l'habitabilité de la Terre, pour beaucoup d'espèces, mais aussi pour la nôtre. Et donc, on devrait être terrifié. Chaque année, si on dit, là, on va y avoir 2% de croissance en France, les gens devraient avoir une peur bleue, se dire, ah merde, ça va aggraver le changement climatique, non, ça va faire pression sur la biodiversité. On devrait avoir une trouille sans pareil, en fait, de cette agitation exponentielle de nos activités économiques. Mais c'est le contraire. C'est le contraire quand on parle de décroissance, de ralentir les activités économiques. Et là, on a peur. On a peur du chômage, on a peur de la pauvreté, on a peur des inégalités. Donc ça montre bien que là, il y a vraiment un véritable débat sur l'objectif d'une économie et sur la dynamique qu'elle a avec le vivant. Pour cette interview, je suis en très 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 bonne compagnie avec mon amie Caroline Leroy, qui elle aussi est une chercheuse. Et donc, Caroline, je vais te passer la main pour que tu prennes la suite de cette interview avec Timothée. Ravie d'être présente avec vous deux pour parler de ce joli sujet de la décroissance et les opportunités pour le secteur du tourisme. Merci encore Timothée d'avoir accepté à mes nombreux mails de harcèlement sur les différents réseaux sociaux. Entre chercheurs, on se serre les coudes, me semble-t-il, mais tu as accepté et je te remercie. Tu es particulièrement débordé et c'est considérable le travail de vulgarisation scientifique, et là c'est la chercheuse qui parle, d'être présent sur différents événements médiatiques pour parler justement de ces mots qui font peur. Du coup, moi j'ai lu 2 fois ton livre avec énormément d'enthousiasme, et j'aimerais bien voir dans ce secteur du tourisme davantage de prise de parole sur qu'est-ce qui vient après la croissance du tourisme, parce que nous sommes dans un secteur paradoxal, c'est-à-dire le secteur du tourisme est particulièrement dépendant à la nature, mais ce secteur va dégrader cette même nature, et particulièrement dépendant des gens, notamment pour faire de l'accueil touristique, alors qu'on dénigre le travail domestique, le travail bénévole, la précarité dans l'emploi, dans les métiers du tourisme. Comment justement quel peut être justement ton regard par rapport à ce paradoxe illustré par le secteur du tourisme de consommation d'un bien alors qu'on est dépendant de ce même bien? Oui, alors moi je vais commencer très général en disant qu'il y a un problème déjà avec la croissance comme objectif fondamental. C'est-à-dire que même dans les secteurs les plus désirables, je sais pas, la fabrication de médicaments, de prothèses, les institutrices, l'éducation, les EHPAD, enfin des choses vraiment dont on a besoin, l'idée d'une croissance exponentielle de cette production n'a pas de sens, vu que l'économie doit être un protocole de satisfaction des besoins et que les besoins humains sont eux-mêmes finis. C'est-à-dire qu'ils répondent à des taux de satiété où on a juste besoin d'avoir une quantité de biens et de services pour être en bonne santé, pour être bien logé, pour être bien alimenté, pour être heureux, toutes ces choses-là. Donc, le tourisme aujourd'hui a la même maladie, la maladie de l'infini, comme disait Durkheim, que d'autres secteurs économiques, où on se dit, voilà, la prospérité, le dynamisme de ce secteur, en fait, demande chaque année une croissance en % de sa taille de l'année précédente. Donc, on veut qu'il y ait toujours de plus en plus de tourisme. Donc ça, même si on avait dès le départ vraiment le tourisme le plus durable, des petites chaînes d'hôtels autogérées en coopérative à lucrativité limitée, des séjours de tourisme soutenables à côté, en slow travel, tout ça, même si on avait ça, l'augmentation exponentielle de ces activités, un jour ou l'autre, viendrait buter sur des limites écologiques. Donc, la décroissance, c'est un appel à la mesure,
à l'harmonie, à la proportion, de se dire, bon bah voilà, nous avons des budgets écologiques limités, nous avons une vitesse maximale imposée par le fonctionnement des écosystèmes, et donc nous devons toujours faire attention que nos activités économiques ne viennent pas dépasser, en fait, on pourrait dire un petit peu au même tempo que la dynamique des écosystèmes. Et le tourisme, et c'est là que j'entre un petit peu plus précisément sur le sujet, il a le grand désavantage aujourd'hui d'être une activité très liée au transport, qui a le grand désavantage d'être une activité très dépendante des énergies fossiles. C'est-à-dire que même les activités qui ne sont pas dépendantes des énergies fossiles, on ne peut pas les faire croître à l'infini parce que toute activité économique demande forcément des matériaux et de l'énergie. Mais le problème est quand même vachement moins grave si on a l'activité aujourd'hui qui fonctionne complètement avec des énergies bas carbone, par exemple. Si on a un tourisme qui est rapide, qui est lointain, donc qui va demander des déplacements en avion, un tourisme aussi qui s'ancre dans un fonctionnement capitaliste de minimisation des coûts et de maximisation des profits, qui va mener à les situations que tu as décrites, avec des grandes chaînes, par exemple hôtelières, qui essayent de s'approprier des quantités croissantes de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on s'approprie de la valeur? On l'a vu, on minimise les coûts, c'est-à-dire qu'on va créer une précarité au sein de ceux qui donnent ce service. Et bien sûr, on va essayer d'externaliser les conséquences sur l'environnement, et on approprie de manière privée les profits. Donc là, dans le tourisme aujourd'hui, on a vraiment cette double limite un petit peu du capitalisme aujourd'hui, le capitalisme qui se mange lui-même, c'est-à-dire qui se mange de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire que non seulement de l'extérieur, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, enfin, ou plutôt l'analogie serait de se dire qu'il est en train d'empoisonner son propre environnement. Hein. Aujourd'hui, c'est le capitalisme, c'est une voiture qui est designée avec le pot d'échappement qui déverse les gaz à l'intérieur de l'habitacle. Donc là, ça fonctionne pas, mais aussi ici la branche sur laquelle il est assise en essayant d'approprier un travail pas cher qui n'est pas soutenable sur le long terme, parce que cette activité même va venir dégrader la capacité des personnes qui y travaillent, mais aussi des communautés à produire un tourisme de qualité sur le long terme. C'est-à-dire un accueil, une hospitalité organisée sur le long terme. Je te remercie d'avoir parlé d'équilibre et d'harmonie, parce que c'est ce que j'essaye de démontrer dans ma thèse sur la notion de climax, qui est un point d'équilibre en milieu naturel qui permet sa survie, notamment par la mesure, mais ne pas s'enfermer dans la culture du chiffre, mais c'est mesurer et rendre compte des effets réels de nos politiques publiques sur les territoires de destination pour après piloter durablement nos territoires dans le cadre de nouveaux cadres de gouvernance en harmonie justement avec les parties prenantes. Constat néanmoins, aujourd'hui, et pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous avons participé avec François à un événement des acteurs du tourisme durable au niveau national. Le PIB est toujours cité comme indicateur de richesse. Donc tu as un chapitre entier sur les fausses promesses du PIB, j'aimerais bien que tu reviennes dessus. Et j'aimerais bien que tu nous sortes une petite punchline sur la croissance verte, qui est énormément citée par les territoires de destination, notamment les régions. C'est croissance verte, croissance verte, croissance verte. Alors depuis que j'ai lu ton livre, je t'avoue que je m'agace un peu quand je vois croissance verte. Donc aide-moi à ne pas m'agacer quand je vois tout ça. Donc quelles sont les fausses promesses du PIB? Moi, je le sais, mais pas les auditeurs. Et qu'est-ce que tu penses de ces destinations qui parlent de croissance verte? Alors, les fausses promesses dans le livre, j'en ai nombre 5. Fausse promesse, en gros, c'est de penser que l'augmentation du PIB va nous permettre d'éradiquer la pauvreté, numéro 1, de réduire les inégalités, de créer un emploi qui a du sens, de financer des services publics de qualité, et, numéro 5, en général, d'augmenter le bien-être. Parce que ça, c'est le discours officiel, de se dire, bon, nous savons que le PIB est un indicateur un petit peu stupide, qui a presque 100 ans, qui mesure très mal l'économie et ne mesure rien de tout le reste. Mais, vu que le PIB est corrélé à ces choses que nous voulons, la croissance est un moyen nécessaire pour avoir toutes ces choses, donc l'emploi, les services publics, la richesse, le bonheur, toutes ces choses-là. Le problème, c'est que c'est des fausses promesses dans le sens où dans un pays comme la France, et on a ça en commun avec tous les pays à haut revenu, à partir d'un certain seuil de PIB par habitant, on observe empiriquement une décorrélation entre la croissance économique et l'augmentation de ces indicateurs de performance.
l'espérance de vie, les niveaux d'études, les taux de confiance, les taux de bonheur, toutes ces choses-là que l'on voudrait voir croître et qu'on pense que la croissance pourrait nous apporter, en fait, n'est plus apportée par la croissance. Et c'est normal, on comprend bien que dans un pays comme la France, déjà, bon, ça va être peut-être beaucoup plus dur d'augmenter l'espérance de vie maintenant que ça l'était avant. Il y a eu des gains énormes quand on a, je sais pas, construit des systèmes de traitement de l'eau, des hôpitaux qui n'existaient pas, développé des nouveaux médicaments, ça pas de souci. Au début, une belle corrélation entre un surcroît de production et de consommation et une augmentation de l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie en France ne dépend plus de l'activité générale de l'économie. Ça n'a aucun sens de dire oui, il faut absolument qu'il y ait une croissance de tous les secteurs pour qu'on puisse augmenter l'espérance de vie. Non. Dans un pays comme la France, si on veut augmenter l'espérance de vie ou se concentrer sur la santé en général, ça va demander plutôt des arbitrages. Donc il va falloir investir dans un secteur plutôt que dans un autre, et ça va demander aussi des logiques de prévention. Donc aujourd'hui, par exemple, si on voulait vraiment augmenter l'espérance de vie en France, eh ben on interdirait toute la publicité pour la malbouffe. La publicité en France, bah, c'est entre 1 et 2% du PIB. La grande majeure partie des dépenses publicitaires, c'est soit pour les voitures, soit pour la malbouffe. Donc ça viendrait une pression à la baisse à la croissance, puisque la publicité incite à la consommation. La consommation, c'est une partie est comptée dans le PIB. Donc si on venait dire, bah là, dès demain, toute la publicité pour la malbouffe interdite. Donc là, on verrait une partie du PIB disparaître, mais on verrait les niveaux de santé augmenter. De la même manière, si on élargit cette logique aux crises écologiques, de se dire qu'aujourd'hui, eh ben voilà, on produit des 4x4, on produit des parkings, on prend l'avion énormément pour se rendre dans des pays lointains, pour des week-ends, des choses comme ça crée des crises environnementales qui ensuite reviennent nous imposer énormément de coûts. On a vu pendant la pandémie, qui à la base était une crise environnementale, on le voit aussi pendant les canicules, avec tous leurs morts, on voit aussi pendant les sécheresses et les conséquences désastreuses que ça a sur un secteur comme l'agriculture. Donc là, on voit aussi que l'activité même, la croissance de l'activité va avoir ses propres coûts et que parfois, dans une logique de prévention, on pourrait se dire, bah tiens, au lieu, je sais pas, d'essayer de faire croître le nombre de SUV et d'en faire la publicité et ensuite de taxer quelques miettes de ces activités pour pouvoir investir dans de la recherche et du développement pour inventer les technologies qui nous permettraient d'aspirer le carbone de l'atmosphère, pourquoi est-ce que on déciderait pas tout simplement de produire moins de voitures ? On produit moins de voitures, donc on extrait moins de minéraux et d'énergie fossile pour les produire. Ensuite, ça veut dire qu'il y a moins de voitures sur la route, donc on extrait moins d'énergie fossile et on en brûle moins pour aller d'ici à là. Donc là, c'est ça la logique de la décroissance, c'est une logique de prévention qui pourrait augmenter la qualité de vie, mais en considérant les activités économiques beaucoup plus en amont qu'on les a aujourd'hui, où l'activité économique, on se dit, ah bah c'est des euros. Mais avant d'être des euros, toute activité économique, ça va être de l'énergie et des matériaux, et après l'activité économique, ça sera des pollutions, et des impacts négatifs sur les écosystèmes. Donc ça, c'est sur la logique de la décroissance comme stratégie pour faire le grand régime macroéconomique sans pour autant se retrouver dans la situation d'une récession où on voit des baisses de la qualité de vie parce que la récession est mal organisée, parce qu'elle est inéquitable, elle touche ceux qui sont déjà dans la précarité. Donc, là, c'est sur le premier point. La punchline pour la croissance verte. Alors là, je sais pas laquelle donner parce que j'en ai tellement. J'aimerais bien pouvoir en créer une nouvelle. Hein. Moi, souvent, ma punchline, enfin, là, c'est que la croissance verte, c'est un petit peu la cigarette électronique du capitalisme. Hein. On se dit que oui, bon, écoutez, oui, bon, d'accord, fumer, c'est mauvais pour la santé, mais pas de souci, on va inventer des technologies qui vont nous permettre de continuer à fumer, mais sans les impacts négatifs. Et oui, d'ailleurs, c'est prouvé, hein, la cigarette électronique a moins d'impact sur le blablabla, 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 marketing vert, marketing vert, marketing vert. La réalité, c'est que c'est toujours plus difficile de réduire les pressions environnementales dans une économie en croissance que dans une économie stable ou dans une économie en décroissance. Hein. Je pense que ça, même un enfant de 15 ans va comprendre. Plus on produit, à un moment donné, directement ou indirectement, il va falloir venir mobiliser de l'énergie, des ressources, et donc ça va être compliqué. On peut bien sûr avoir de l'éco-efficacité et faire ça de mieux en mieux, mais ça ne sera jamais aussi sûr et rapide que si on arrive, à travers des logiques de sobriété de consommation et de renoncement de production, à ralentir, rapetisser en fait la quantité agrégée d'activités économiques dans un pays. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, et je te rejoins complètement. Ceci dit, le citoyen lambda, lui, a du mal à prendre conscience de ça
et à agir en conséquence parce qu'il est matraqué par ce marketing de consommation toujours plus, toujours plus. Et moi, ce que j'aimerais, c'est savoir, c'est comment on fait pour s'en sortir. Parce que dernièrement, j'étais avec des jeunes la semaine dernière qui étaient en bachelor de tourisme. Et quand on leur a parlé de l'écologie, est-ce que vous vous sentez concernés? Ils nous ont dit non, pas vraiment, non, pas vraiment. Et c'était choquant. Et je me dis, comment on peut passer au-dessus de ça et convaincre beaucoup plus de personnes, pas seulement les jeunes, hein, mais aussi les personnes de ta génération, mais aussi de la mienne, justement à sortir de ce schéma. Bah, je pense que les lignes bougent, hein. Déjà, les gens sont de plus en plus éveillés sur les problématiques climatiques. Elles sont aussi de plus en plus éduquées. Donc aujourd'hui, il y a énormément de pédagogie qui a été faite par certains médias. On peut trouver facilement des informations sur le GIEC, sur le changement climatique, hein. Par exemple, la montée du site Bon Pote, hein, en France, hein, qui montre bien que quand même il y a un appétit aujourd'hui pour ces informations. Et donc cet appétit est utilisé. C'est pas juste une curiosité passive, hein. On peut voir aujourd'hui énormément de manifestations des activistes, hein, qui bloquent les routes, qui se gluent sur des trucs, qui salissent des tableaux, des actes de courage, hein, vraiment, pour arriver à créer cette discussion on ne peut plus nécessaire sur les choses à faire, sur la situation du climat. Donc moi, je me fais pas de soucis. Je vois vraiment le ton monter, les activités, les manifestations se diversifier, hein. Il y a vraiment une créativité qui est fantastique. Moi, je pense que faut qu'on arrête de faire l'apologie de la Silicon Valley et de penser que dès que les gens sortent un nouveau Candy Crush, et ben on devrait les célébrer comme des génies humains, alors qu'en fait, voilà, salir le tableau de Van Gogh avec le jeter de la soupe de tomate, c'était du génie. Ça, c'était vraiment un véritable coup de théâtre. Là, donc aujourd'hui, donc dans l'activisme, dans toutes les formes qu'il prend, hein, on a aussi des formes de créativité complètement fantastiques. Donc ça, je pense que ça va réussir quand même à créer une certaine effervescence qui risque de s'auto-amplifier. Et le rôle des chercheurs comme moi dans tout ça, c'est de se rendre disponible, de venir en fait faire atterrir toute une littérature qui est complètement inaccessible, parce que personne ne lit les articles revus par les pairs, parce que la plupart des scientifiques ne savent pas écrire, donc quand bien même on voudrait les lire, on ne pourrait pas, parce que ça fait saigner les yeux tellement c'est mal écrit. Et donc de faire un travail de vulgarisation pour alimenter cette discussion, pour que les acteurs de terrain puissent avoir accès à la connaissance qui leur permette de mieux comprendre le problème et de mieux imaginer des solutions. C'est exactement ça, Timothée, et je m'y retrouve pleinement. Là, ce que tu soulignes, moi, je parlerai de conflits d'usage, si on revient à la notion du secteur touristique et des territoires de destination. Donc moi, je suis allée regarder qu'est-ce qu'on disait sur la décroissance du tourisme. Bon, il semblerait que vous soyez tous en Suède, parce que j'ai trouvé très peu de choses dans la littérature française. Mais en tout cas, sur la littérature internationale, comme tu dis, c'est pas forcément très accessible en termes de lecture. La décroissance du tourisme, elle est abordée déjà par la question du surtourisme, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de surtourisme. S'il y a du surtourisme, ça veut dire qu'on n'a pas identifié la capacité de charge de son territoire, donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion. Donc déjà, comment est-ce que on peut travailler dans un cadre démocratique sur cette bonne gestion des territoires afin d'aborder justement l'harmonie de conciliation avec les parties prenantes. Moi, ça me fait penser à des travaux sur la limite acceptable du changement, sur nos amis de l'Origins Media Lab, notamment Alexandre Monin, sur la redirection écologique et le renoncement. Est-ce que c'est des choses qui, pour toi, demain, verront apparaître dans la littérature portant sur l'économie du tourisme? Renoncer, voilà, capacité de charge touristique des territoires sont des méthodologies qui existent depuis à peu près 30 ans, mais que personne n'a mis en œuvre sur les territoires. Moi, j'ai 3 ans pour le démontrer dans le cadre de ma thèse. Comment est-ce qu'on gère démocratiquement et de bonne façon un territoire touristique pour tendre vers un tourisme post-croissant? Bon, alors 2 aspects, hein. Pour moi, il y a vraiment un aspect limite écologique, un aspect limite sociale. Le premier, tu l'as très bien dit, il faut faire une cartographie précise du patrimoine écologique et créer des indicateurs de capacité de charge des écosystèmes. Chaque endroit, que ce soit vraiment une commune, une biorégion, un quartier,
va avoir des capacités de charge. Ces capacités de charge, elles vont être écologiques, c'est-à-dire ça peut être, je sais pas, une certaine quantité d'eau qu'on peut utiliser sans venir épuiser les ressources locales. Ça peut être une certaine quantité de personnes qui peuvent visiter une forêt sans venir déranger la biodiversité. Ça peut être donc on peut venir, ça peut être une quantité de nourriture qui est disponible de manière soutenable pour nourrir une certaine population. Donc là on voit on a des limites comme on peut les imaginer, et il y a des limites sociales parce que quand on arrive dans un écosystème, cet écosystème est souvent accompagné d'un sociosystème. Ce sont les gens qui habitent, les humains qui peuplent aussi ces écosystèmes. Et là aussi, si on fait beaucoup trop de tourisme, on peut faire dépasser les capacités de charge sociale de cet environnement, ce qui nous mène à des effondrements. L'effondrement, il peut être écologique, donc le jour où il n'y a plus d'eau, et on vient vraiment créer une crise hydrique parce que on a un afflux de population qui est tel que, je sais pas, on n'a plus assez d'eau pour assurer les besoins de base du secteur alimentaire local, donc là ça devient un problème. Mais il peut y avoir aussi un dépassement de la limite sociale qui parfois peuvent être très abstraites. On l'a vu sur les études sur la ville de Barcelone, avec les index d'irritation, de voir que au bout d'un moment les locaux, il y a tellement de touristes peut-être qu'ils n'arrivent plus à faire leur propre vie et ça vient dégrader leur qualité de vie. Donc là ça peut créer des tensions, et ça peut être des limites aussi sociales liées à la capacité d'un territoire à organiser les activités économiques nécessaires pour accueillir ces touristes. Donc travailler dans les hôtels, les restaurants, des choses comme ça. Donc la notion de surtourisme, pour moi, elle est très importante parce qu'elle nous donne une espèce de ligne de dépassement, de dire dans ce territoire, est-ce qu'on est déjà à surcapacité ou est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir plus de personnes? Parce que, et c'est ça, là je vais faire un argument qui est très général, mais moi, quand j'ai écrit ma thèse, j'avais ce chapitre sur la démographie. Et moi, je parlais de tourisme quand je parlais de démographie. Pour moi, le tourisme, c'était pas un secteur économique. En bonne économiste écologique, pour moi, le tourisme, c'était des gens qui se déplaçaient. C'était ça vraiment qui m'importait. Donc il y avait des gens qui se déplaçaient, mais les gens ne se déplacent pas seulement pour faire du tourisme. Il y a aussi des gens qui sont forcés de se déplacer, par exemple parce qu'il y a une guerre dans leur pays, ou de plus en plus parce que les écosystèmes ont été tellement dégradés là où ils habitent, qu'ils ne peuvent plus y vivre et donc ils doivent aller quelque part d'autre. On se souvient par exemple des peuples du littoral somalien qui avant vivaient de la pêche, mais bien sûr après l'effondrement des pêcheries en Somalie, dû à la surpêche de compagnies de multinationales occidentales, les Somaliens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils deviennent pirates, soit ils vont ailleurs. Et donc aller ailleurs, ça demande un déplacement. Et donc là, tout de suite, quand on parle de tourisme, ça nous amène sur une question vraiment fondamentale qui est celle de l'équité, de la justice sociale, de la justice environnementale. Et on ne peut jamais les dissocier. Dès qu'on parle de décroissance, dès qu'on parle de capacité de charge, il faut tout de suite parler du social parce que ça veut vouloir dire qu'il va falloir partager. Donc si on a un budget d'eau limité, il va falloir partager. Est-ce qu'on l'utilise pour remplir des piscines, pour arroser des golfs? Est-ce qu'on l'utilise dans l'alimentaire? Pareil, si on a des bâtiments limités, est-ce qu'on utilise ça pour faire des hôtels, pour faire du logement social, pour faire des bureaux? Et de la même manière, si à l'échelle d'un territoire, on a une capacité de charge limitée, et on se dit, ça va y avoir une capacité limitée à accueillir des personnes. Est-ce qu'on va accueillir des touristes? Est-ce qu'on va accueillir des gens qui viennent travailler? Est-ce qu'on va accueillir des migrants qui se retrouvent expulsés de leur pays? Donc là, tout de suite, c'est une discussion qu'on voit presque jamais quand on parle de tourisme, en tout cas dans les cercles, moi, où je l'entends, où c'est vraiment des discussions très économiques. Mais là, on voit tout de suite qu'on arrive sur un terrain beaucoup plus politique. Tu viens juste de faire référence à la question de satisfaction des besoins, qualité de vie aussi, évidemment, avec les différentes parties prenantes. Alors là, c'est une question très pratico-pratique. Est-ce qu'on considère le tourisme comme un besoin vital au sens de Maslow? Peut-être pas, peut-être au sens de Max Neff, comme droit au loisir, droit aux vacances. Quand on sait qu'aujourd'hui il y a quasiment 40% de Français qui ne partent pas en vacances chaque année, et le tourisme a une tendance à se gentrifier, à mon sens. Et comment on intègre cette forme de subjectivité? Est-ce qu'on impose un minimum d'accès aux vacances pour des clientèles en difficulté financière? Il y a la question du handicap qui est complètement mise sous le tapis. Alors déjà que la dimension environnementale est négligée
dans les tableaux de bord des destinations touristiques, le social est clairement mis sous le tapis. Comment on peut justement travailler sur ce cadre davantage vertueux? Moi, je parlerais même d'hospitalité, notamment en référence à nos amis des Oiseaux de Passage, qui est une communauté d'hospitalité qui vise à casser la dépendance aux plateformes de réservation pour pouvoir ajuster les prix et ne pas être dépendant de cette plateforme de réservation. Et comme tu le disais à l'instant, Timothée, de pouvoir accueillir des personnes qui doivent accompagner des personnes souffrantes à l'hôpital. Est-ce que aujourd'hui ça ne rentre pas dans la définition du touriste, mais il y a quand même un cadre d'hospitalité très important. Cette dimension sociale, comment on la traite, parce que elle est très peu traitée aujourd'hui, hormis par les sociologues, mais d'un point de vue gestionnaire ou économique, je ne suis pas experte, mais comment on aborde cette dimension sociale? Oui, là on a une division qui va être très importante, hein, déjà en économie marxienne, entre les valeurs d'usage et les valeurs d'échange. Donc aujourd'hui, quand on parle du tourisme, on se concentre un petit peu trop sur les valeurs d'échange, c'est-à-dire sur la richesse financière. Donc on va se dire le tourisme, c'est l'accueil de personnes qui vont payer pour être ici. C'est ça, hein, le tourisme, hein, quand on le mesure, par exemple, quand on fait les revenus du secteur touristique, ou quand on regarde la proportion du secteur du tourisme dans le PIB d'un pays, hein, ce qu'on fait souvent pour comparer, là, on ne prend en compte que les personnes qui viennent avec un certain pouvoir d'achat. On ne prend pas en compte, c'est-à-dire le tourisme selon une valeur d'usage. Tu l'as parlé, parfois, les migrants, c'est le meilleur des exemples, hein. Ils arrivent, ils n'ont pas un pouvoir d'achat, ils vont pas venir aller au restaurant, ils vont pas payer des hôtels ou quoi, mais ils vont avoir un besoin d'hospitalité qui est exactement le même, si ce n'est un besoin beaucoup plus urgent que le besoin d'un touriste américain qui viendrait à Paris. C'est pareil, ils vont avoir besoin d'avoir un logement avec voilà, un logement chaud, ils vont avoir besoin à l'alimentation, ils vont avoir besoin de se déplacer, toutes ces choses-là. Donc là, quand on part du fait qu'on a des capacités de charge limitées, oui, on peut se poser 1000 questions déjà sur qui voyage, parce que le risque, c'est de faire la logique croissance verte, de se dire aujourd'hui, on a du tourisme, on a une quantité grandissante de touristes, et donc il va falloir trouver des innovations qui permettent d'augmenter la capacité de charge des écosystèmes pour accueillir ces personnes-là. Ça, c'est un petit peu trop facile. Déjà, je pense que fondamentalement, c'est une stratégie qui ne marchera pas. On l'a vu, hein, macroéconomiquement, ça ne fonctionne pas pour une économie. Je pense pas que pour un secteur, ça fonctionne non plus, parce que le progrès technologique ne nous donne pas ces gains d'éco-innovation qu'on pourrait attendre. Mais ensuite, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de se poser qui, aujourd'hui, bénéficie du secteur du tourisme, de deux côtés, hein, qui sont les clients, qui sont les usagers qui en bénéficient, et qui sont ceux qui parviennent à approprier la valeur qui est créée dans cette activité du tourisme. Alors, d'un point de vue de la décroissance, qui est le point de vue de l'anticapitalisme, et donc qui est le point de vue de l'écosocialisme, il faudrait dire le tourisme, comme n'importe quel secteur économique, ne devrait pas être organisé sous l'égide de la lucrativité. Donc, toute entité, que ce soit qui soit liée au tourisme, ne devrait pas prendre la forme d'une entreprise à but lucratif. Donc, il y a quelques cas d'études dans la littérature décroissante sur des hôtels qui ont fait faillite, qui ont été récupérés par des coopératives et qui ensuite fonctionnent comme des petites coopératives autogérées, continuent de faire la même chose. Ce sont des hôtels, mais avec des prix destinés démocratiquement, avec aussi des paliers d'accueil de personnes peut-être beaucoup moindres comparés à des entreprises qui chercheraient à s'enrichir très très vite, mais des paliers qui correspondent beaucoup plus la capacité de charge des parties prenantes, parce que ces hôtels autogérés sont gérés démocratiquement avec des conseils multiparties prenantes qui prennent en compte le bien-être des gens qui ne sont pas liés à cet hôtel. Donc là, on pourrait dire que la structure de l'hôtel à but non lucratif, hein, mais pas seulement l'hôtel, tous les acteurs du tourisme, sera beaucoup plus adaptée, non seulement pour avoir un tourisme écologique, mais aussi ce tourisme social qui va venir différencier, de se dire, là on a un problème. Parce que nous, on voit dans notre hôtel, les seules personnes qui viennent, on pourrait se dire, imagine, on a un hôtel, et on voit toutes les personnes qui viennent, c'est des gens riches. Ils viennent en avion de loin. Là, il y a un problème. Donc, on pourrait se dire, nous, on pense que le tourisme, dans le sens où tu l'as décrit, cette capacité le besoin de loisirs, le besoin de voyages d'exploration, si l'on admet que ça doit être équitablement partagé, je pense que c'est assez facile de défendre cet argument, il va falloir, en pratique, qu'il y ait un rationnement. Et là, le mot est sorti. Attendez, hein, vous êtes chez vous à écouter ça, là, vous pouvez casser des verres, hein, j'ai dit rationnement. Un rationnement pour se dire, nous, on essaye d'accueillir, je sais pas, au moins 50% de personnes
à bas revenus, on essaye de privilégier l'accès à des personnes qui ne pourront pas aller en vacances si on ne les accueille pas. Donc le concept de tourisme social ici prend de toute son importance. Et pour ceux qui se sont insurgés de penser que Timothée est un affreux soviétique qui va nous rationner l'économie à grands coups de coupon à viande, soyez rassurés parce que toute économie, qu'elle soit capitaliste ou communiste, est de toute manière rationnée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le tourisme, il est rationné par les prix. Vous êtes riche, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez y aller quand vous voulez et vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez. Si vous êtes milliardaire, vous pouvez dormir dans tous les hôtels du monde jusqu'à votre mort. Personne, à un moment donné, vous dira Monsieur Musk, excusez-nous, mais vous avez atteint le maximum de nuits d'hôtel. Non, pas possible. Ou de la même manière, personne ne vous dira Monsieur Musk, désolé, mais vous avez atteint le maximum d'émissions de tonnes de carbone dans l'atmosphère et vu qu'on essaie de le partager entre tous les humains sur la planète, vous pouvez plus en utiliser. Non, parce que c'est rationné par les prix. T'as le pouvoir d'achat, t'as accès aux ressources. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste, surtout pour des ressources limitées, surtout dans des situations avec des grandes inégalités. C'est le cas dans le monde, c'est le cas même dans un pays assez équitable comme la France, où on voit en France, j'ai pas les chiffres pour la France, mais pour l'Angleterre, 10% des Anglais, et ce sont les plus riches, représentent 60% des vols en Angleterre. Si on regarde même à l'échelle de la planète, il y a moins de 10% des êtres humains qui sont déjà montés dans un avion. Et si on regarde, la moitié des émissions commerciales est concentrée sur 1% des êtres humains qui sont les plus riches. Donc là, on voit qu'il y a une stratification de cet accès aux ressources, ce qui est absolument inéquitable. Donc la logique de marché n'a pas fonctionné pour avoir un rationnement équitable de ce droit au voyage, qui inclut un droit au transport et donc une certaine consommation d'énergie, même pour les méthodes de transport les plus soft, du slow travel et tout, il faut quand même prendre des trains. Et donc aujourd'hui, on va devoir repenser ce secteur avec des protocoles de rationnement beaucoup plus justes. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que la semaine dernière, on en parlait justement de peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un moment où on est en train de redéfinir le concept de tourisme. Et que ce n'est pas juste quelque chose que, comme tu l'as bien dit, sur le loisir, mais c'est une activité, et là j'enlèverai le mot tourisme ou touristique, c'est une activité qui justement prend en compte vraiment l'aspect sociétal d'une manière très très forte et aussi l'aspect environnemental, parce qu'il y a aussi la préservation de la biodiversité et de nos environnements qui font d'un côté la richesse des destinations et l'attraction des destinations. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Pour moi, pour sortir de ces chemins traditionnels, ça va demander beaucoup de chahut dans les pensées traditionnelles. Il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, si je schématise, on vend principalement des chambres et du prix. Et des lits, et que là, ça demande vraiment une remise en question très forte. Comment y arriver à cette remise en question, justement? Comment changer cet état d'esprit quand on est dans un système qui est quand même plutôt pyramidal, qui est plutôt axé sur la rentabilité? Et si on parle des différentes parties prenantes, on est quand même très en silo avec des vitesses ou de réaction ou d'action qui sont quand même différentes les unes des autres. Mais moi, très souvent, on se fait paralyser par la question du comment. C'est-à-dire qu'on se dit oui, non, mais d'accord, je comprends, mais il faut trouver comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens. Mais je pense on s'est même pas mis d'accord sur la question du quoi. Je dis pas dans notre discussion ici, mais en général, c'est-à-dire que ces entreprises, des gouvernements, des régions, des municipalités continuent de glorifier cette augmentation du PIB, cette augmentation des profits, de la lucrativité, des revenus. Donc ça déjà, il faut vraiment l'évacuer de notre logiciel économique et qu'il y ait des véritables conséquences en termes de changement d'indicateurs et de comptabilité pour complètement remettre à sa place tous ces indicateurs financiers pour qu'ils prennent une importance moindre comparée aux indicateurs sociaux et écologiques. Donc ça, c'est vraiment sur la question du quoi, de se dire, voilà, nous devons recentrer l'économie dans son ensemble sur les besoins. C'est le concept d'une économie du bien-être, well-being economy. Et donc, le tourisme, comme un secteur économique, devrait lui aussi être recentré sur les besoins. Et quand on recentre sur les besoins, là, on voit qu'on va avoir un spectre
C'est-à-dire que on a des personnes qui ont plus besoin de quelque chose que d'autres et ces besoins ne sont pas forcément reflétés par l'asymétrie des pouvoirs d'achat. Et donc aujourd'hui, il va falloir trouver des manières de faire outre ce pouvoir d'achat. Après, comment le faire, ça va demander bien sûr des restrictions légales. Ça, moi, je ne crois pas dans cette espèce d'effervescence volontariste de dire oui, les entreprises vont s'adapter. Moi, je continue d'entendre ça. Je suis invité par les entreprises, j'interviens dans des dans des dans des discussions vraiment inter-entreprises, sectorielles ou quoi, et on me dit toujours ça. Moi, j'étais là à parler immobilier l'autre jour, à un grand salon, et les gens disent oui, mais vous savez, nous, les acteurs de notre industrie ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts, donc ça va prendre du temps, ça va être progressif, et nous, on veut pas les brusquer. Et moi, je dis, mais vous êtes la multinationale la plus riche du pays le plus riche au monde. Vous avez la capacité de changement la plus rapide et vous êtes là à nous chanter la chanson de « Oh non, c'est difficile. Oh, franchement, ça va être dur de s'adapter. » Donc moi, là, c'est là qu'on a vraiment besoin d'être secoué. C'est-à-dire les acteurs qui aujourd'hui ne sont pas prêts devraient juste cesser. Si vous n'êtes pas prêts, eh ben, arrêtez votre activité et laissez faire ceux qui sont prêts, vous remplacer. Donc ça, c'est aujourd'hui une option que nous avons dans des pays comme la France où on voit dans l'économie sociale et solidaire de plus en plus de coopératives qui se positionnent sur des activités similaires, donc une coopérative d'électricité, une coopérative de logement, une coopérative de télécommunications, une coopérative bancaire qui donne exactement le même service que des vieilles entreprises grosses, hiérarchiques, centralisées, à but lucratif, qui approprient une grande partie de la valeur ajoutée pour la distribuer à des actionnaires qui eux-mêmes ensuite la réinvestissent dans des secteurs fossiles. Donc ce modèle, aujourd'hui, soit il s'adapte, et la manière de s'adapter, c'est-à-dire qu'il va se rétrécir, il va désinvestir, il va se coopérativiser, il va socialiser sa propriété, soit il s'adapte et se transforme tout simplement en coopérative de l'économie sociale et solidaire, soit on lui interdit de fonctionner et ses activités seront récupérées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça paraît radical à dire comme ça, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans les années 70, on n'est plus l'éveil écologique de se dire « Ah bah tiens, au bout d'un moment, il va y avoir des limites, donc il faut qu'on s'adapte ». On est 50 ans après, on est dans le rouge avec des gens qui brûlent et des gens qui coulent, et donc aujourd'hui, on n'a plus le temps, surtout d'avoir affaire à des acteurs qui s'en mettent plein les poches, et donc qui ont un pouvoir qui est réel, quand on parle de pouvoir d'achat, pouvoir d'investissement, c'est pas juste une façon de parler, une analogie économique, c'est-à-dire c'est un véritable pouvoir. Donc on ne peut pas avoir ce paradoxe des personnes les plus riches au monde, qui sont donc les personnes avec le plus grand pouvoir d'achat, qui nous disent que nous n'avons pas le pouvoir d'agir. Ça, c'est le plus grand paradoxe du monde. C'est si vous êtes riche, vous avez le pouvoir d'agir, par définition, parce que vous avez le pouvoir d'achat. Waouh, plein de choses à dire pour rebondir, mais j'aurai pas le temps. Tu as mentionné aussi l'importance de travailler à l'échelle des entreprises, notamment sur les nouveaux critères intégrés dans la comptabilité. Moi, j'ai beaucoup lu certains travaux en comptabilité écologique. La question que je me pose, et ça me fait penser au concept de Deep Adaptation de Bendel, donc c'est résilience, restauration, réconciliation et renoncement. Il y a même des chercheurs en tourisme qui parlent de 4D, on va dire, c'est la décentralisation dans le sens du pouvoir, décongestion en termes de gestion des flux, diversification des activités et désaisonnalité. Donc c'est la fin de la journée. En fait, moi, je me pose des questions sur l'échelle d'intervention pour planifier justement tout ça. Donc diminuer la consommation du tourisme pour alléger l'empreinte écologique du secteur, c'est une évidence et je travaille sur ces indicateurs écologiques. Après, là, je vais essayer de l'aborder à l'échelle des territoires de compétences touristiques, donc plutôt territoire communautaire, office de tourisme, communauté de communes. Quel est ton avis sur le rôle de la comptabilité d'entreprise et sur aussi le rôle des collectivités, notamment locales, pour engager cette deep adaptation ou cette planification post-croissante? Déjà, il faut une comptabilité qui nous permette de voir les véritables coûts de ces activités. Aujourd'hui, vu qu'on ne mesure que les valeurs ajoutées monétaires,
Bah oui, s'il y a plus de touristes qui arrivent dans un territoire, bah ces touristes ils vont consommer, donc ça va faire plus de valeur ajoutée. Donc en termes de PIB, en termes de revenus du secteur touristique, on a l'impression de s'être enrichi. Donc ça c'est notre définition très simpliste de la prospérité dans une économie de croissance. Alors que si on avait une comptabilité qui mesurait l'index d'irritation des populations locales, si on mesurait le taux, les heures de travail nécessaires par la population locale pour satisfaire les besoins d'accueil des touristes, si on venait mesurer le coût d'opportunité d'utilisation des ressources naturelles qui ne peuvent pas être utilisées dans d'autres secteurs parce qu'elles sont mobilisées par les acteurs du tourisme, et si on mesurait les dégradations liées aux activités touristiques, là peut-être on se rendrait compte qu'on est dans des situations de ce que Herman Daly, l'économiste américain, appelait une croissance anti-économique. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à produire, donc là on reçoit de plus en plus de touristes, mais ça génère beaucoup plus de coûts sociaux et écologiques que de bénéfices, donc le bénéfice étant ici financier. Donc ça, en termes de comptabilité, on a besoin de cette comptabilité pour se rendre compte du moment de la règle de quand est-ce qu'on dit stop, en gros. Et ensuite, il faut qu'au sein de la collectivité, on ait des protocoles qui nous permettent, qu'une fois qu'on dépasse ce chiffre, de se dire tiens, on va essayer de réduire. Donc qu'on ait des protocoles de ralentissement d'un secteur, comme on a aujourd'hui dans un pays qui fait face à des pénuries d'électricité. On a des protocoles de rationnement. On se dit si on manque d'électricité, on va couper ces entreprises d'abord parce qu'elles sont pas essentielles. Ces industries là, elles peuvent délayer leur production la nuit, pas de souci, ça on va faire ci, on va faire ça. Donc ça, on se prépare. Là, c'est de la même chose, de se dire si à un moment donné, on se rend compte, je sais pas, que de manière imprévisible, on a l'effondrement d'un écosystème local, et donc on se retrouve confronté à une pénurie, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Comment est-ce qu'on ralentit un petit peu l'activité touristique sans mener à une crise, sans mener à des inégalités? Donc ça, c'est la première question. C'est la première chose, on utilise cette comptabilité pour informer des stratégies de décroissance quand on vient dépasser la ligne de l'acceptable socialement et du soutenable écologiquement. Et c'est de la même manière, même quand on n'a pas dépassé la ligne, c'est-à-dire quand on est en dessous, on peut toujours essayer d'évaluer un petit peu notre capacité et de se dire tiens, là aujourd'hui, parce qu'on a eu des nouvelles technologies, on a réussi à circulariser une partie de l'utilisation des matériaux dans notre communauté, par exemple avec une meilleure gestion des déchets ou quelque chose comme ça, ou des nouvelles technologies. Donc ça vient augmenter notre capacité d'accueil potentielle. Donc ça, c'est très bien, on s'en rend compte. Et ensuite, il faut des forums démocratiques pour qu'on puisse décider, on l'utilise pourquoi cette capacité d'accueil? Tiens, là, il y a un conflit en Ukraine, donc peut-être qu'on va accueillir des migrants. Il y a des conflits dans des pays africains, et donc peut-être que c'est très bien, on va pouvoir, de cette capacité d'accueil, se dire 70% aujourd'hui, ça va être pour les besoins de ces migrants qui ont besoin d'hospitalité aujourd'hui. Et peut-être qu'on décide, après il nous reste 30%, ça va être la part du tourisme. Et là, on peut se poser, c'est quoi la différence ensuite entre tourisme social, donc des personnes qui n'ont pas accès au tourisme normalement, donc eux, on leur offre un accès privilégié pour que ce soit équitable, et ensuite le tourisme classique. Donc là, on voit en fait qu'on a une façon de penser qu'on n'a jamais. Donc là, c'est de la planification vraiment dans le sens le plus direct du terme, où on s'assoit avec tous les acteurs qui participent dans cet écosystème socio-écologico-économique, et en fonction de cette comptabilité, cette espèce de compas social, écologique et aussi financier, on prend des décisions en fonction des besoins. Ça paraît simple quand tu le dis, mais ça va, ça fait beaucoup écho à mon état d'avancement de la thèse. Donc du coup, c'est très rassurant avec la difficulté de la faisabilité technique de faire tout ça dans des indicateurs. Du coup, parce que j'ai plein encore d'autres questions, mais je vais les prioriser. Nous, dans notre secteur, on parle énormément, notamment dans la littérature académique, de notions de performance. Alors moi, j'essaie de démontrer que la performance, elle n'était pas qu'économique et financière, mais mes collègues abordent principalement cette notion sous cette entrée-là. Donc, que penses-tu de ce concept de performance et du coup aussi de développement durable? La définition telle qu'elle a été proposée, on est d'accord. La réalité fait qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable ou de tourisme durable, on n'y est pas parce que justement, il n'y a pas cette planification à long terme. Planification, pas au sens urbanisme, mais plutôt, moi je faisais référence mais je pense que tu l'auras compris Timothée, aux travaux d'Éloi Laurent. Comment on arrive voilà, qu'est-ce que tu penses de ce concept de performance et de développement durable? Alors moi, la performance, dans une économie
anthropologique, c'est-à-dire vraiment qu'on comprendrait dans son ensemble, la performance, c'est notre capacité à satisfaire des besoins. Donc là, on peut retomber, je sais pas, sur le concept de capacité d'Amartya Sen, on peut parler des besoins humains fondamentaux de Manfred Max Neef, mais la performance, c'est une mesure en fait de notre capacité à satisfaire les besoins de manière parcimonieuse. Et là, ce mot de parcimonie est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que la performance d'une économie, c'est sa capacité à nous contenter en utilisant le moins de ressources possible, que ce soit des ressources sociales, donc du temps de travail, parce qu'on n'a pas envie de passer toute notre vie en emploi. On préférerait pouvoir passer notre temps, on pourrait dire, de manière autogérée, décider de faire ce que l'on veut et pas seulement des activités économiques. Donc, on veut que l'économie arrive à faire l'économie du temps de travail et à faire l'économie, bien sûr, aussi de l'énergie et des ressources pour pouvoir fonctionner de la manière la plus frugale possible. Ça, on l'a oublié. Et donc, pour moi, une économie performante, d'une année à une autre, c'est pas une économie qui crée des emplois. Là, c'est le contraire. Ça, si t'as une économie dans un pays industrialisé comme la France, enfin, un pays au revenu, qui crée des emplois année après année, il y a un problème. Au bout d'un moment, tu te dis pourquoi est-ce qu'on continue à créer des heures de travail alors que justement, on devrait en détruire. Donc là, il y a cette idée-là de performance qu'on ne retrouve pas du tout dans la logique du développement durable. La logique du développement durable, telle qu'elle s'est installée à la fin des années 80 et dans son renouveau au début des années 2000 autour du concept d'économie verte, ça veut dire capitalisme vert, je dis, pour ceux qui savent pas, et ensuite de croissance verte, ça veut dire croissance de l'accumulation capitaliste, mais avec un soupçon de greenwashing, pour aussi ça je lis entre les lignes. Et ce paradigme du développement durable, en fait, a complètement intégré la croissance économique et le capitalisme comme un mode complètement compatible avec la préservation des écosystèmes et de l'habitabilité de la Terre, alors qu'en fait, dans les faits, on voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Tu prends tous les objectifs du développement durable, on n'est pas à jour, et surtout ceux écologiques sont dans le rouge du rouge du rouge. Donc on n'arrive toujours pas à faire ce grand écart intenable entre des économies capitalistes designées de bout en bout pour accumuler du capital et produire au maximum, et des écosystèmes qui, eux, sont en PLS parce que ils ont des capacités de charge qui ont été dépassées depuis longtemps et qui n'arrivent plus juste à vivre. Donc là, aujourd'hui, le développement durable, on doit le déposséder, en fait, du démon. Voilà, ça y est, on parle de possession. J'ai regardé l'Exorciste il y a pas longtemps, donc c'est pour ça, faut pas avoir quelque chose de trop recherché. Mais le déposséder du démon de cette espèce de croissance qui aujourd'hui est la grande contradiction des objectifs du développement durable. Donc moi, j'adorais à un moment donné, aujourd'hui, que je dise, au début, on pensait peut-être avoir de la croissance verte, pas de souci. C'était il y a 20 ans. Maintenant, on a quand même une littérature ultra développée sur le sujet. On se rend compte que c'est un grand écart intenable. Et donc, on va venir supprimer, se dire, oui, dans une logique de développement durable, les pays riches vont devoir organiser une décroissance de leur économie, précisément pour non seulement ralentir les impacts sur les écosystèmes, mais aussi pour préserver une grande partie des ressources pour le développement durable, justement, des pays du Sud, qui n'arriveront pas à se développer si au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie et de matériaux, parce qu'ils auront tous été monopolisés par les pays du Nord, et leur appétit vorace pour une quantité exponentiellement grandissante de biens et services. Super, merci. Moi, j'ai fait le tour de mes questions, mais je pense que François sera d'accord avec moi. Je te remercie énormément. C'est très clair, malgré la complexité de ce qu'il y a derrière. Je trouve que c'est particulièrement accessible. Peut-être parce que j'ai lu 2 fois ton bouquin aussi, donc ça commence à me parler. Non, moi je pense que François, tu seras d'accord. Timothée, c'est le genre de personne que tu as envie d'inviter à dîner pour refaire le monde toute une soirée. Du coup, je tends une perche, Timothy. Est-ce que tu serais intéressé pour intervenir sur des conférences pour parler justement de décroissance du tourisme, sachant que si je me trompe pas, la plupart des experts du sujet, ils sont en Suède. Alors je sais pas si c'est rattaché à ta fac, mais il y a Hall et Fletcher qui sont suédois, en tout cas qui travaillent en Suède. Mais autant faire participer un Français. Est-ce que voilà, tu serais prêt à te challenger devant une salle pleine de directeurs d'office de tourisme qui te disent que le PIB est le seul indicateur de richesse, qu'il faut parler de croissance au sens compétitivité économique, et que si on prône la décroissance, en fait on n'a plus de métier et il y a certaines aberrations. Est-ce que tu serais prêt à te challenger si tu le fais devant des grosses entreprises du CAC 40? La famille du tourisme est plutôt bienveillante.
Ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. De toute façon, il faut que ces idées vivent et il faut prendre, c'est ça, il faut prendre l'opportunité d'aller les malaxer ces idées. Les concepts nous servent à enrichir des discussions pour justement arriver à se mettre en désaccord sur des choses où on n'arrivait pas à se mettre en désaccord avant et aussi se mettre d'accord sur des choses. Donc moi, ce sera avec grand plaisir que je discuterai avec les acteurs du tourisme sur cette problématique de la croissance et de la décroissance. Timothée, j'ai une question. La décroissance, ça veut dire quoi exactement alors? Métamorphose, évolution, révolution? Dans le livre, hein, là, j'aurais pu donner une description j'ai une définition du phénomène, mais là, c'est un petit peu les deux à la fois. C'est une révolution dans notre manière de penser l'économie parce que cette manière de penser est obnubilée par la croissance depuis au moins les années 50. Donc, c'est une révolution de l'imaginaire social qui sera aussi une révolution en termes de redistribution des inégalités, parce que le capitalisme a concentré les richesses et les revenus, et donc aujourd'hui, si on veut avoir une économie stationnaire qui puisse satisfaire les besoins de tous, il va falloir repenser des protocoles de partage beaucoup plus efficaces que ceux qu'on avait construits dans une économie de croissance. Donc, de là, c'est aussi une métamorphose, hein, parce que il faut bien l'imaginer, une économie ne va jamais décroître à jamais. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc on voit que c'est une transition, c'est quelque chose de temporaire. Donc des économies à haut revenu en situation de dépassement écologique vont devoir organiser leur propre décroissance pendant une certaine période jusqu'à arriver à revenir sous les capacités de charge des écosystèmes et aussi sous les capacités de charge de leur socio-système, donc là les limites sociales, et ensuite elles peuvent passer en mode stationnaire où ces économies continueront à fonctionner telles quelles. Donc là on voit ça va demander un renoncement dans certains secteurs. Donc par exemple la publicité est une activité qui est amenée à disparaître à terme, vu qu'elle n'a qu'une raison d'être, c'est d'inciter à consommer. Donc ça on peut imaginer pendant une transition de décroissance la disparition du secteur publicitaire. On peut aussi imaginer la création de beaucoup d'autres secteurs qui n'existent pas aujourd'hui, dont dans l'économie donc démonétarisée, démarchandisée, qui ne rentrera donc pas dans le PIB. Mais on peut imaginer aussi la métamorphose, donc certaines entreprises qui vont faire des processus de redirection écologique et pour ce faire vont complètement changer leur statut, se dire nous avant on était une multinationale à but lucratif avec un système très basé sur l'enrichissement des actionnaires, avec des chaînes de valeur infernales dans plein de pays, et aujourd'hui, on va se scinder en plusieurs coopératives autogérées de manière démocratique, à lucrativité limitée, relocalisées dans des territoires pour pouvoir fonctionner beaucoup plus proche dans la logique de l'économie sociale et solidaire et fondamentalement dans la logique de l'économie du bien-être. Donc, cette grande transition que je décris comme la décroissance, elle va amener toutes sortes de phénomènes, mais son originalité par rapport à d'autres concepts, c'est de se dire que quels que soient les phénomènes, on peut avoir autant de métamorphoses qu'on veut, on peut avoir autant de changements de statut, de diversification culturelle, d'innovation sociale, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, dans tous les cas, si vous produisez et vous consommez plus d'une année à l'autre, on n'aura pas résolu le problème. D'où le fait de ralentir ou périr, et ça marche aussi bien pour l'économie que pour nous-mêmes. C'est-à-dire que je pense que s'il y a une chose qu'on a appris durant le Covid, c'est peut-être à ralentir, et de se rendre compte que ça nous faisait du bien de ralentir, justement, et de prendre plus de temps pour soi, plus de temps pour les autres, plus de temps d'apprécier aussi ce que nous vivons au quotidien, parce que la vie est pas mal du tout quand même. Donc, ça serait dommage de continuer à courir et à s'épuiser, et en même temps à épuiser la planète. Mais c'est exactement ça. Moi, le mot ralentir, il nous parle. On comprend bien qu'on n'a pas envie de perdre sa vie à la gagner. Mais à l'échelle macroéconomique, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on voudrait perdre non seulement nos écosystèmes, mais perdre notre temps social, tout ça pour produire des trucs, des pubs pour les 4x4, pour forcer les gens à avoir envie d'aller prendre un avion pour passer un week-end à Dubaï ou je ne sais quoi, alors qu'on pourrait utiliser ce temps pour faire des choses qui, même si elles ne créent pas de valeur financière au sens de la comptabilité nationale, sont beaucoup plus riches en bien-être. Et ça, c'est ce que nous dit toute la littérature en sociologie, en anthropologie, en psychologie. Ce qui nous rend heureux, c'est pas le nombre de mètres carrés que tu as à la maison et le nombre de vols en avion que tu fais par an, ou ce n'est pas ton pouvoir d'achat et ton revenu par an, c'est
tes relations sociales, la famille, les relations amoureuses, les sentiments d'appartenance, d'identité, de résonance avec un certain territoire. Ce sont des choses immatérielles qui demandent en fait beaucoup plus de temps et de relations. C'est des choses qu'on ne peut pas acheter. Donc bon, ça c'est un joli mot, un joli message pour terminer, de se dire que si la plupart des choses qui nous rendent heureux ne s'achètent pas, il faudrait qu'on arrête de s'obstiner à vouloir augmenter notre pouvoir d'achat et qu'on se concentre justement sur ces choses qui peuvent améliorer notre pouvoir de vivre. Merci beaucoup Timothée pour cette heure passée ensemble, fort enrichissante. Merci beaucoup Caroline pour tes questions tout à fait pertinentes et ce regard extérieur qui stimule les esprits, qui fait réfléchir. Je vous souhaite à tous les deux une très 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 belle année 2023, en espérant que nous allons tous ralentir ensemble pour apprécier un peu plus la vie, prendre plus de temps, comme tu l'as dit, pour les gens qu'on aime, ce qui est autour de nous, apprécier dans quel cadre on vit, etc. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt Caroline. Merci beaucoup. Merci Timothée d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. J'avais beaucoup d'autres questions, mais on était contraints par le temps. Donc, on reprendra ça si tu interviens dans notre secteur du tourisme pour nous parler de nouveaux modèles post-croissants. Avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.